Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir à nos rencontres. Ce sont les rencontres de la profession, de la fédération, les 1000 cliniques qui maillent le territoire en proximité, mais également, vous l'avez vu, avec nos amis médecins, médecins libéraux, médecins salariés et également nos amis du public. C'est important de le dire, de le rappeler, tous ensemble sur ce projet de la santé. Mais avant de rentrer dans le fond des sujets, une première question, comment allez-vous ? Bah, moi bien, je suis plus inquiet pour l'état du pays, je suis plus inquiet pour ce que nous vivons depuis un mois et que j'avais ressenti depuis longtemps. Pour ceux qui avaient pu lire le rapport que j'avais fait à François Hollande en avril 2015, à la suite de l'attentat à Charlie Hebdo, il avait demandé à Claude Barthelone et à moi-même de réfléchir sur l'état de notre société. Et j'avais vu une société assez fracturée autour des questions communautaires, mais aussi fracturée entre une France qui jouait dans le jeu de la mondialisation et une France qui se sentait à côté. C'était le mot que j'avais choisi. Et cette France d'à côté, elle se pose d'ailleurs des questions, y compris dans le domaine de la santé, sur la question du territoire. Elle n'est pas que rurale. Elle est aussi une France de petites villes, de villes moyennes. Elle est une France de quelques villes insérées dans les métropoles qui ont le sentiment, elles aussi, d'être à l'écart. Et cette préoccupation-là, c'est celle qui s'exprime de manière très visible, parfois violente, mais que nous sentions monter. Tout le monde sait que le 5 juillet dernier, dans mes rencontres avec le président de la République, parce que c'est ma fonction, et qu'en même temps, l'état de mon pays, c'est ce qui me préoccupe avant tout, je lui avais dit que je ne sentais pas bien les choses. Je me déplace beaucoup sur le territoire. Et cette question de la santé qu'on va peut-être aborder est une question qui revient pas simplement, je le dis, au président du premier syndicat dans les corps intermédiaires, mais dans aussi la question que me posent les citoyens, parce que je ne fais, et que me posent les maires, qui sont maires et élus municipaux, souvent le reflet des citoyens. C'est ce qui fait que nous, élus au suffrage universel indirect, nous n'avons pas le filtre des élus, mais nous avons plutôt la lentille, parfois focalisante, des élus du territoire sur les sujets essentiels. Et puis je ne peux pas ne pas penser, puisque ce rapport faisait suite à l'attentat contre Charlie Hebdo, ce qui vient de se passer à Strasbourg, là aussi un pays qui se fracture, et la responsabilité d'un président d'Assemblée, c'est plutôt d'essayer de participer à la reconstruction de la cohésion de notre société. En tous les cas, c'est mon attitude. Et c'est une attitude plutôt partagée dans mon Assemblée, par tous, quelle que soit leur sensibilité. Donc, comme je suis un optimiste impénitent, je m'applique le principe de La Rochefoucauld. Il n'est nulle difficulté que des hommes ou des femmes d'esprit ne puissent transformer en succès. Donc, il y a ceux qui sont fatalistes et il y a ceux qui pensent qu'on peut sortir de la fatalité. Et je fais plutôt partie de ceux qui suivent la maxime de La Rochefoucauld. Merci, Président. Effectivement, je partage aussi, oui, c'est important ce message d'espoir et d'être positif, parce que nous avons un rôle dans nos établissements de cohésion sociale, ça c'est clair. On le sent tous les jours sur le terrain, et c'est pour ça que j'ai souhaité, avec les autres fédérations hospitalières, le public, parce qu'il faut quand même le rappeler, vous avez été président de la FHF. Président de la FHF. Nul n'est parfait. J'aurais adoré vous avoir, non pas que je n'adore pas le président Valtou, bien évidemment, mais j'aurais adoré vous avoir à cette tribune en tant que président de la FHF aussi. Et donc c'est vrai que le regard a changé, je dirais, de la FHP, le regard a changé. Nous sommes peut-être plus enclins à décloisonner depuis quelques années. Nous travaillons mieux avec la FHF, les hôpitaux publics, le monde associatif et bien sûr les médecins libéraux. Comme je disais hier à nos trophées, on s'aperçoit aujourd'hui que soigner sans médecin, c'est compliqué. C'est un peu un paradoxe. Soigner sans médecin, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on doit faire tous des efforts collectifs pour qu'ils aient envie, et ça a été dit tout à l'heure, de retrouver, je dirais, ce chemin. Alors, on a fait... Dans PLFSS, nous avons proposé des amendements communs avec nos amis du public et l'associatif, et vous avez apporté une écoute très favorable. Vous savez que le Sénat a apporté un nombre important d'amendements sur
l'abolition de l'article 80 sur les transports voilà, on le voit bien aujourd'hui, les gilets jaunes, les ambulances, ils ont mené un peu un combat identitaire sur la transparence des comptes, également sur l'évolution du financement, parce que nos structures sont en difficulté économique, le public également. Sauf que le public, il a un actionnaire qui est l'État et qui va toujours jouer son rôle d'actionnaire. Nous, sur le terrain, nous avons des actionnaires, et lorsque l'actionnaire ne peut plus jouer son rôle, lorsqu'il n'a plus la capacité de le faire, ce sont des établissements qui ferment, qui disparaissent, ou qui se regroupent, et qui abandonnent certains territoires. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble, et auriez-vous, Monsieur le Président, imaginé une telle union à l'époque? Aurait-elle eu votre adhésion? Je crois que on a commencé à se revoir avec vos prédécesseurs au moment où j'ai été élu à la Fédération hospitalière. C'est un peu comme au Sénat, je n'étais pas le candidat attendu, puis j'ai été élu. Et nous vivions le dos tourné, les uns par rapport aux autres. Et je dois dire qu'avec Gérard Vincent, alors délégué général, qui lui venait vraiment du corps hospitalier public, eh bien, on a progressé ensemble dans le dialogue. Je voudrais vous rappeler le rapport que j'ai fait à la demande du président Sarkozy en 2007, et où j'imaginais dans les communautés hospitalières du territoire que hôpital public, hôpital privé, quel qu'en soit le statut, avec but lucratif ou sans but lucratif, on puisse imaginer répondre aux besoins du territoire ensemble. Pour des raisons diverses, et ensuite, pour des raisons dogmatiques, Monsieur le Président, on a voulu bien séparer public et privé. Je crois qu'on a régressé, et dans la démarche d'aujourd'hui, je sens qu'on peut reconverger, parce qu'il faut naturellement la volonté des hommes et des femmes, mais il faut aussi à un moment que la loi et la volonté de l'exécutif se retrouvent. Je crois qu'on est sur ce chemin-là, et c'est un chemin que nous soutiendrons au Sénat, parce que chez nous, par principe, c'était en tous les cas mon propos pour présenter ma candidature, et il y a 1 an et demi, on dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Donc ce qui nous paraît être utile, nous l'avons soutenu. Voilà pourquoi Alain Milon, Catherine Deroche ont accompagné ce que il vous semblait aller dans... Alors on a des grands sujets, comme le sujet de la tarification. J'en suis à ma 4e réforme de la tarification, moi. Il paraît que c'était vieux monde, mais je m'aperçois que cette réforme de la tarification, à chaque fois, elle met beaucoup de temps à se mettre en place. Eh oui, elle prend un certain temps, en tous les cas. Quand on est passé du budget global à la tarification à l'activité, hein, on a mis 10 ans quand même. Hein. On est en train de revenir à un système mixte qui va être expérimenté, je crois, sur le diabète et l'insuffisance rénale chronique. Mais il faut bien qu'on mesure quelle est la part de l'activité, quelle est la part de la pertinence du soin, de sa qualité, entre les pétitions de principe et le texte. Nous le verrons. Avec un sujet quand même, qui est peut-être une réflexion plus globale. C'est des sujets difficiles. Et tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ont tendance à aimer les ordonnances. Mais les ordonnances, ça coupe le débat. Ça coupe la pédagogie. Et on en voit le résultat en partie depuis quelques semaines. Et je vois les ordonnances sur l'agriculture, par exemple, sur la loi Egalim. On s'aperçoit qu'on a failli avoir une crise il y a 4 jours qui s'ajoutait à la crise. C'est-à-dire, on passait du jaune au vert avec un sujet qui n'avait pas été débattu, ni par le Parlement, et uniquement dans le secret des cabinets. Je crois que ce n'est pas très sain pour le faire partager à un pays. Il faudra qu'on trouve les bons équilibres, parce que je suis un peu méfiant sur la méthode des ordonnances au motif que ce serait compliqué et technique. Le compliqué et technique en démocratie, il faut se méfier un jour qu'on ne soit pas amené à des reculs rapides parce qu'on n'a pas abordé les sujets face à la nation tout entière. Cette loi, parlons-en, parce qu'elle devait être déposée au Conseil d'État le 15 décembre. Déposée au Conseil d'État le 15 décembre. Nous n'avons à ce stade que le sommaire de la loi. Je trouve que c'est un petit peu précipité. On nous explique que les ordonnances, au contraire, vont donner lieu à de la concertation et au dialogue.
je pense que c'est un petit peu réducteur, vous l'avez bien dit. Ce qui me choque un peu, c'est cette rapidité. Alors on m'explique que c'est pour réformer les études de médecine, pour que la rentrée 2020 soit possible, mais il n'y a pas que ça comme difficulté. On doit aujourd'hui retrouver du temps de dialogue, du temps de concertation, et c'est vrai, vous l'avez dit, il faut être proche de la problématique, proche des médecins, proche des patients, mais vous, au niveau des groupements hospitaliers territoires, le public, nous en avons été exclus. Nous souhaitons venir dans ces groupements hospitaliers de territoire. Votre vision de la loi, vous en avez un peu esquissé les contours, mais votre vision de la loi, elle doit faire quoi? Trouver un médecin? Peut-être c'est le premier acte, avoir un médecin, trouver un médecin. Il n'y en a plus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'y en a plus, mais en tous les cas... Il n'y en a jamais eu autant. Excusez-moi, Président, il n'y en a jamais eu autant. Ouais, c'est ce que j'allais vous répondre. Peut-être d'abord sur l'idée de la réouverture des groupements hospitaliers de territoire. Il ne faut pas que ça soit un marché de dupes, ni pour les uns, ni pour les autres. Et j'entends un certain nombre d'acteurs, notamment du secteur privé, disent attention à ne pas nous retrouver marginalisés au motif de groupements hospitaliers de territoire face aux nécessités de restructuration de la partie publique. C'est donc des sujets dont il faut parler très très clairement, parce que je crois que c'est le Haut Conseil qui disait il faut qu'on sorte du système hospitalo-centré. Hein, je lis de temps en temps encore, beaucoup de choses à lire, mais je lis encore ce genre de choses. Et la première des réponses, c'est quand même la présence médicale sur le terrain. Je ne suis pas sûr, je le dis devant le président du syndicat, qu'on pourra tenir éternellement, et là je vais choquer, je vais me fâcher avec Alain Milon, dans la seule incitation. Quand en médecin généraliste, dans mon département les Yvelines, il y en a 2 fois, voire 2 fois et demi plus, qu'il y en a, même dans l'Eure, on n'est pas loin de Paris, et je ne vous parle pas d'autres territoires, quand la première préoccupation des maires, quand vous allez les voir en Assemblée générale des maires, il n'y a pas aujourd'hui une Assemblée générale des maires qui n'ait pas un chapitre consacré à la présence médicale sur le territoire. Avec aussi l'interrogation, qu'est-ce que demain l'hôpital de proximité? Quelle est la place de la clinique et de l'hôpital de proximité? Quelle réponse? Vous ne pouvez pas développer un territoire si vous n'apportez pas aux citoyens une réponse de qualité en matière de santé. Or, nous avons une inéquité territoriale qui s'est aggravée en matière de santé. Et je crois que sur ce sujet, il y a eu beaucoup de rapports au Sénat. Certains veulent utiliser des méthodes plus radicales que d'autres, mais je crois qu'on n'échappe pas à cette discussion. Et ça vous fera sourire, mais j'ai échangé avec Philippe Bouvard il y a 15 jours sur l'antenne de RTL à dimanche sur le thème des vétérinaires ruraux. Ah oui, une partie, je suis véto, hein, une partie de la ruralité de l'élevage est aujourd'hui menacée, alors qu'il n'y a jamais eu autant de vétérinaires, par le peu d'appétence qu'ont un certain nombre de mes confrères à retrouver le chemin de la ruralité. Il faut savoir qu'en Dordogne, les ruraux ne sont plus que 20% de l'effectif du vétérinaire. En Dordogne, avec une réponse en termes de territoire. Bien, pour les médecins, je ne fais pas de comparaison, mais c'est quand même un phénomène extrêmement important. Et vous allez voir sortir du débat, si ce débat est mené d'une manière qui puisse fonctionner, que ce sujet-là va être extrêmement important. On a 2 sujets qui sont envoyés à la négociation CNAM-syndicat, si ma mémoire est exacte. C'est la question des assistants médicaux et de cette communauté professionnelle territoriale de santé. Il faut qu'on essaye de ne pas se construire un truc impossible. Il faut qu'on essaye d'avoir de la souplesse, du pragmatisme, quelque chose qui ne soit pas soumis à... J'entendais tout à l'heure que vous aviez une affection pour une grande école formant les hauts fonctionnaires de ce pays. Monsieur le Président, je le dis devant Guillaume Durand, moi j'en veux à personne, dans aucune école.
simplement si ce pays retrouvait un peu de simplicité et de pragmatisme et ne se réfugie pas en permanence dans la complexité pour ne pas résoudre les problèmes. C'est, me semble-t-il, un sujet, mais qui nous touche tous. Vous savez, le journal officiel de la République, rendant compte de la loi, il s'est multiplié par 2 en 15 ans en épaisseur. Je voudrais quand même vous rappeler que la dernière loi santé que nous avons votée avec une ministre pour laquelle j'ai senti une affection partagée. C'est 350 pages. 350 pages. On ne peut plus le faire, ces lois bavardes, qui d'ailleurs conduisent les citoyens à ne plus naturellement les comprendre et ne pas comprendre pourquoi on met 18 mois entre le Conseil des ministres et l'adoption de la loi. Et je ne vous parle pas des décrets d'application. Donc on a des textes déconnectés de la réalité et de l'actualité. Et pourtant, quand il y a crise, on sait faire. Je peux vous dire si j'ai failli être en retard parce qu'on était en train de bâtir un ordre du jour en urgence, vous voyez pour quel sujet, avec le gouvernement. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve ça. Président, Alain Milon était à cette place même hier soir avec Catherine Deroche et il nous a fait l'addition un petit peu des mesures qui ont été prises lundi pour le budget de la sécurité sociale, qui s'élève à peu près à 4,5 milliards. 4,5 milliards. Donc ce qui veut dire que le budget ne sera pas à l'équilibre, ce qui est quand même tout de même regrettable, mais au-delà de cet équilibre impossible, ça va se jouer sur nos budgets et nos tarifs. Donc faut-il avoir un Ondam rectificatif? Faut-il donner de l'oxygène? Comment va-t-on pouvoir équilibrer nos budgets alors que depuis 6 ans, nous n'avons que des baisses tarifaires? Comment cela va-t-il être possible concrètement pour continuer à servir et à assurer cette cohésion sociale sur le territoire et soigner? On est en équation impossible. C'est trop tôt pour vous dire ce qui est envisagé dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative n'est pas encore arbitré. C'est la responsabilité de l'exécutif. Livrez-nous des secrets, on est entre nous, là, Président. Non, même pas entre nous. J'ai vu le Premier ministre hier soir. C'est pas encore arbitré. Je crois qu'il n'est pas compris qu'il était question de toucher à l'Ondam à 2,5 au lieu de 2,3. Le sujet n'est pas là. Le sujet plus global, c'est comment on transforme, on adapte, on répond aux besoins de santé, alors que nous allons aggraver le déficit qui va dépasser les 100 milliards. Et que le sujet dans ce pays, et ça, il faut qu'on y réfléchisse tous, nous sommes le pays qui a la dépense publique la plus élevée et la fiscalité la plus élevée. Nous sommes devenus médaille d'or depuis l'année dernière de ces 2 compétitions-là. Et en même temps, nos compatriotes ont le sentiment que les services publics, et je ne le donne pas comme une mode d'organisation administrative, mais comme une réponse. Or, la santé est un domaine de service public, de service au public. Comment on y répond alors que nos compatriotes ont le sentiment que tout ça se dégrade? C'est quand même un paradoxe. Nous avons 10 points de dépenses publiques en plus que la moyenne des pays, j'allais dire, de l'Europe des 12. Et donc, on a un vrai sujet. Ça veut dire aussi une réforme de l'État. Ça veut dire aussi, elle a été contrainte, la réforme des dépenses d'un certain nombre de collectivités territoriales, dont la fiscalité aussi, vous le savez, pèse sur les charges des entreprises. On voit dans le dernier rapport de la Cour des comptes que les collectivités territoriales ont vraiment réduit leurs dépenses. Ça n'est pas encore le cas de l'État, mais ce n'est pas si simple à dire à l'État, baissez vos dépenses. Il a des contraintes de masse salariale, il a des contraintes d'engagement, il a des contraintes d'endettement. Il est un peu comme le supertanker, même quand il décide de diminuer ses dépenses, il continue sur son air un certain temps avant de pouvoir inverser sa route. Mais nous n'avons pas encore entrepris réellement de révision de la diminution de la dépense publique. On voit bien, on l'a fait ici jusqu'au 4 décembre. Et depuis le 4 décembre, on est revenu dans la nécessité de minorer les recettes fiscales, ah oui, et d'augmenter certaines dépenses.
Président, la réforme constitutionnelle va reprendre en janvier. Quel rôle du Sénat défendez-vous et pourquoi? Janvier, non. Depuis hier, nous savons que c'est plutôt mars ou avril. C'était annoncé à l'issue du Conseil des ministres. Parce que, naturellement, si on doit débattre sur la démocratie, quelle place la démocratie représentative, quelle place de la démocratie participative, il faut en parler sereinement, tranquillement. Il y a des choses qu'on fait en participatif que nous connaissons tous. Les maires, j'ai été maire un certain temps, même un temps certain. Moi, pendant 25 ans, j'ai vécu très très bien avec des conseils de quartier, avec des organismes de participation qui étaient réels et qui marchaient, qui n'étaient pas un faire-valoir de la réalité de la gestion d'une collectivité territoriale. Et donc, le gouvernement nous a fait savoir hier qu'il reportait la reprise de l'examen de la révision constitutionnelle, sans doute au mois de mars et avril. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les Français comprendraient très bien qu'on débatte d'institutions et de constitution pendant le temps d'un débat et pendant un temps où il y a un certain nombre d'urgences auxquelles il faut qu'on réponde. On fait une réforme constitutionnelle ou institutionnelle, pourquoi? Pour renforcer la démocratie, pour être plus efficace, pour faire mieux la loi. Sinon, ça devient un exercice à chaque présidentielle de bouger une constitution qui démontre d'ailleurs, je vous le dis, dans ce qu'on vit, c'est que la Ve République nous assure une sacrée stabilité pendant les périodes de crise. Nous serions encore sous la Quatrième République, les gouvernements auraient sauté, on serait dans une incertitude totale. Regardez la fin du quinquennat du président Hollande, il n'avait plus de majorité et pourtant le pays a pu continuer à être dirigé. Et donc je suis un fervent de la Ve République. Il y a 3 principes pour moi. D'abord, il faut que ça soit efficace. Il faut que ça soit un renforcement de la démocratie et il faut que ça soit compris par nos concitoyens. Pour que ça soit un renforcement de la démocratie, je le dis clairement, nous, on est prêts au Sénat, quelles que soient nos sensibilités, à examiner cette réforme constitutionnelle et pas à lui faire obstacle pour le plaisir de lui faire obstacle. Première condition, pas question d'abaisser les droits du Parlement. La formule décret-loi, on en voit les limites aujourd'hui. À un gouvernement fort, doit y avoir un Parlement fort. Et ce Parlement fort doit faire la loi mieux, plus vite, sans que l'excès de vitesse amène à ne pas débattre des sujets importants. Je le disais tout à l'heure sur les ordonnances. Pourquoi au Sénat, nous avons 3 fois moins d'amendements qu'à l'Assemblée nationale? Je le dis devant le député. Il peut faire tous les calculs de la Terre, c'est la réalité aujourd'hui. Parce que tout simplement, nous appliquons déjà des articles de la Constitution 41, 45. Et je ne crois pas qu'on débatte moins, mais on débatte moins de temps et sur des sujets plus essentiels, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'examiner au Sénat, puisque je l'ai fait tomber avec les présidents de commission, tout ce qui n'est pas relevant strictement de la loi. Puis la troisième des choses, c'est la relation entre le territoire et les élus. Vous entendrez chanter les mérites de la proportionnelle nationale. Si vous voulez avoir des élus très loin du territoire et entièrement dépendants des partis politiques, vous faites comme ça. Alors qu'aujourd'hui, avec la fin du cumul des mandats, je sens quand même que les citoyens viennent nous voir sur le territoire. Je disais l'autre jour dans un média, moi j'ai une permanence qui est ouverte, j'ai un peu exagéré, 6 jours sur 7, c'est 5 jours et demi sur 7, eh bien, est inimaginable, y compris en période de crise, combien les gens viennent frapper à la porte, rencontrent mon collaborateur, mais comme j'essaie d'être présent physiquement au moins une demi-journée par semaine à la rencontre des citoyens, encore aujourd'hui, eh bien, nous voyons ce lien entre le territoire, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Troisième sujet qui n'est pas constitutionnel, mais qui pourrait l'être, je ne suis pas du tout contre la mode, qui a des relents parfois un peu populistes, de dire c'est en diminuant le nombre de parlementaires qu'on représentera mieux les citoyens. Je pense qu'on peut s'ajuster,
mais à la condition qu'aucun des territoires ne soit non représenté dans la République. Je pense que le département de la Creuse ou de l'Indre a besoin d'une représentation qui soit à la hauteur de la représentation à la fois du territoire et des citoyens. J'ai une petite question, Président. Vous voyez, je me suis immiscé comme la petite souris. Oui. Enfin, une souris visible, quand même. Hein, c'est un peu mon métier, souris visible. Beaucoup de gens, évidemment, sont inquiets. Vous avez évoqué la situation aujourd'hui. Donc, on a la loi qu'on attend. On a effectivement les conversations sur la Constitution qu'on attend. On a les retraites qu'on attend. On a l'assurance chômage qu'on attend. Mais en votre âme et conscience, puisque vous êtes quand même très expérimenté, est-ce que vous avez l'impression que tout ça va avoir lieu? Ou est-ce que finalement, paralysé par ce qui nous menace, d'une certaine manière, aussi bien pour la santé que pour tout le reste, le quinquennat est en panne? C'est assez délicat pour une souris comme question, mais je peux me reculer pour la réponse. Je vais essayer de répondre non pas comme un chat vis-à-vis de la souris, mais comme quelqu'un qui pense que ce pays ne peut pas s'arrêter. Et que maintenant réduire les quinquennats à 18 mois, c'est assez dramatique. Et que ma responsabilité, alors que je n'appartiens pas à la majorité, mais que je suis dans le pragmatisme sénatorial, c'est qu'il faut qu'on contribue à ce que ce pays continue à se transformer. Je vous ai dit tout à l'heure, on est médaille d'or en dépenses publiques, médaille d'or en prélèvements obligatoires. Et malheureusement, le chômage reste à un niveau élevé. Si on n'essaie pas, par exemple, sur la réforme de l'assurance chômage, d'accompagner sur le retour vers l'emploi, je crois que nous manquerons quelque chose d'important. Alors, notre devoir à tous, c'est d'essayer de faire redémarrer ce pays par une méthode qui soit un peu différente. J'ai souvent dit, et maintenant tout le monde l'a repris, la méthode verticale, on en a vu les limites. Les corps intermédiaires, on en a besoin, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, dans lequel il y a les élus. On voit bien que la dernière digue, aujourd'hui, ça s'appelle les maires adjoints et les conseillers municipaux. Et d'ailleurs, y compris si on veut faire passer les gens des ronds-points aux tables rondes, eh bien, il va falloir qu'on s'appuie sur les élus du territoire. Et donc, il y a sans doute une manière de gouverner qui doit être différente. Mais en même temps, il faut bien qu'on écoute ce qui nous vient des tréfonds. Cette France d'à côté, elle n'a pas commencé il y a 18 mois. Cette France d'à côté, elle a commencé il y a un certain temps. Quelle conception nous avons du territoire? La métropolisation, c'est une réponse à la réalité de la mondialisation. Mais elle ne peut pas se faire dans l'oubli du reste du territoire. Et c'est quand même la manière dont on a eu, j'allais dire, un chemin qui s'est tracé, y compris dans les réformes territoriales. La métropole, puis le reste, il s'organise tant bien que mal sous la contrainte. Quand on a pour seule réponse, en Haute-Garonne, autour de Saint-Gaudens, d'imaginer une intercommunalité par préfet interposé de 104 communes pour moins de 30 000 habitants, que l'Assemblée délibérante, c'est 152 personnes, 17 de moins que le Parlement belge. Certes, ils n'ont pas de problème linguistique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien, quand on n'a pas donné de la liberté au territoire pour s'adapter, quand on l'a contraint, eh bien, on arrive à ces résultats de blocage. J'ai été très frappé en rencontrant les élus là-bas, des élus de bonne volonté qui avaient eu l'intelligence de dire, allez, on se limite à 104 qu'à de faire que du développement économique, parce que nous sommes tous trop petits pour porter le développement économique. Mais la lecture de la loi NOTRe, que nous avons votée avec toutes ces insuffisances, parce qu'il fallait faire un cessez-le-feu, elle nécessite des adaptations, des ajustements, tout simplement pour faire preuve de bon sens et de pragmatisme. Je crois que sans doute une des conclusions des crises, c'est à chaque fois dans ce pays, on déchire tout. J'ai envie que plutôt on reconstruise de manière très pragmatique. Et dans le domaine de la santé, on aura des sujets. Vous, je voudrais y revenir un instant, vous êtes indispensable dans la présence territoriale. Et le temps
du dos tourné les uns par rapport aux autres, le temps des mauvaises concurrences, le temps des procès d'intention. Et il faut aussi que les politiques le portent au niveau national. Et que ces politiques qui le portent au niveau national, il faut aussi que vous les relayiez sur le terrain, avec une capacité d'innover, de proposer, de rencontrer le secteur public, le secteur privé, pour que chacun, nous sortions d'une espèce de vieil héritage de lutte des classes qui serait incarné par les uns ou par les autres. C'est comme ça que je vois le pays. Voilà, monsieur Guillaume Durand, pour répondre à la souris. Voilà. J'en ai plein des questions, mais elles sont toutes plus indiscrètes les unes que les autres, donc je vais les garder dans ma poche. Mais j'en ai qu'une seule. Est-ce que finalement tout ça, le meilleur moyen de le faire passer dans le pays ne serait pas, contrairement à ce qui était prévu finalement au départ, une sorte, je dis bien une sorte, de gouvernement d'union nationale, pour qu'on arrive à... Bon, merci. Un grand moment de solitude, Guillaume. Là. Non, pas du tout, c'est ma cousine. Il y a au moins un partisan de l'union nationale, ce qui en France est déjà beaucoup, monsieur Durand. Oui. Mais, monsieur Archer, vous savez ce qu'on lit. Non, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je pense que ce n'est pas le gouvernement. Je crois qu'on peut dégager des objectifs sur lesquels on se met d'accord pour les relever ensemble. Dans ces objectifs, par exemple, quand il s'est agi de la loi travail, nous l'avons voté. Quand il s'est agi de la loi sur la défense, la programmation, notamment en matière de défense, la loi de programmation militaire, nous l'avons votée. Quand il s'agit de lutte contre le terrorisme, nous l'avons voté au Sénat. Et s'il y a un bon texte santé, je ne vois pas pourquoi nous ne le voterions pas s'il est dans l'intérêt des Français, des territoires, et aussi du respect des différentes formes d'exercice. Le libéralisme, c'était un gros mot à un moment, c'est plus un gros mot, mais être salarié, c'est pas non plus un gros mot. Et donc, on peut avoir des réponses adaptées au pays. C'est plutôt autour d'objectifs partagés. Vous savez, je me méfie de laisser l'espace politique aux seuls extrêmes. Quand on laisse l'espace politique uniquement à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, je ne suis pas certain que la démocratie s'en porte mieux. Voilà pourquoi le terme union nationale, on en voit même les limites en Allemagne. Il faut qu'on y fasse attention. Par contre, des objectifs partagés au plan national, moi j'y suis favorable. Gérard Larcher, merci pour lui. Président, merci. Merci pour vos propos, merci pour votre apaisement et merci pour ce décloisonnement. J'ai compris, peut-être tardivement, qu'il fallait qu'on soit tous ensemble avec le public associatif. Je m'y suis engagé et ça porte déjà des premiers résultats, au moins d'apaisement sur les territoires, parce que cette guerre publique-privée est stérile, et même la guerre privée-privée. Il n'y a pas que public-privé. Entre nous, on est aussi... Oui, mais c'est normal qu'il y ait de la concurrence, c'est voilà. De l'émulation. Moi, l'émulation, je suis pour. D'ailleurs, si vous n'existiez pas, je le disais quand j'étais président de la FHF, je revois un de mes maîtres à penser, M. Collet, là, qui est au premier rang, dès que je déconne, il m'envoyait une note. Et il serait encore capable de le faire. Mais si vous n'aviez pas été présent, si vous n'êtes pas présent, le public se trouve sans fronton pour renvoyer la balle. Donc, être ensemble, oui, mais avoir une émulation et se poser la question de sa qualité les uns par rapport aux autres, c'est à mon avis aussi utile. Je crois aux vertus de la concurrence quand elle a des règles éthiques, déontologiques, mais que la concurrence peut être un facteur de progrès et d'avancée. En tous les cas, moi, je suis très heureux que vous m'ayez invité ce matin, parce que je me sens bien chez vous. Je vois que sur le territoire, quand on parle avec des directeurs d'établissement, avec des médecins, quel que soit le statut, au fond, à ceux qui caricaturaient que les uns n'auraient que des intérêts financiers et les autres seraient déjà sanctifiés au prétexte qu'ils seraient publics, de la part d'un protestant comme moi, vous savez, la sanctification, c'est assez relatif. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on sorte de ces schémas de pensée-là, parce que je crois qu'on a
qu'un seul objectif les uns et les autres. Et ce n'est pas scandaleux non plus de dégager des dividendes. C'est quand même la santé des Françaises et des Français. Et Président, je vais terminer mon propos sur une métaphore, parce que c'est vrai, sur le fronton, de se renvoyer la balle. Au football, on peut se renvoyer la balle tout seul. Au rugby, il faut un partenaire. Parce que si on la voit contre le mur, elle va partir de côté. Et donc, ce sera peut-être la métaphore de clôture, tous ensemble et tous unis. Oui, c'est un ancien pilier de rugby. Vous voyez que j'ai gardé le poids, mais moins le muscle aujourd'hui, qui trouve que c'est une bonne manière. L'important, ensuite, une fois sorti de mêlée, c'est qu'il faut passer la balle. Voilà, merci. Merci, Président.